Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Que j'ai compris pourquoi on voulait le tuer. D'ailleurs, si Donald Trump peut m'écouter, je lui demande de renforcer sa sécurité. L'abattre fait toujours partie des plans de ses adversaires et surtout de ses pires ennemis. Il n'a pas intérêt à dormir sur sa sécurité, car il n'est pas encore intronisé avant le mois de janvier 2025. Sa vie sera constamment en danger, sa tête est nécessairement mise à prix à l'instant où je vous parle. Il a intérêt à bien surveiller ses oreilles. Elles risquent de siffler encore dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ils l'ont loupé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'essayer, car son avènement à la tête des États-Unis dérange beaucoup d'intérêt. Je continue sur ce que j'avais dit. Cette fois-ci, j'arrive le 21 juillet 2000. Voilà, ça c'est ce que j'avais dit le 21 juillet 2024. Voilà, je vous ai rappelé l'essentiel de mes déclarations sur cette affaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ma position était fondée sur quoi? Sur quoi est-ce que je me fondais pour dire que Donald Trump était probablement celui qui allait gagner dans les urnes? Et puis, pourquoi j'estimais que pour l'Afrique des libertés, alors que ce n'est pas l'Amérique, ni la Russie, ni la Chine qui va libérer l'Afrique, c'était quand même un événement géopolitique et géostratégique positivement intéressant. L'hypothèse d'une victoire de Donald Trump. Donc je viens maintenant à cette partie de ma démonstration. Pourquoi a-t-il gagné? Parce que je vous avais dit qu'il allait gagner. Mais j'avais aussi dit pourquoi il allait gagner. Et on va voir maintenant pourquoi il a gagné et comparer les raisons que j'avais avancées aux raisons pour lesquelles il a gagné. Pourquoi Donald Trump a-t-il gagné? Pourquoi? Donald Trump a gagné pour des raisons qui sont internes à la politique américaine, d'abord. Et pour des raisons qui sont externes à la politique américaine, aussi, et ensuite. Les raisons internes à la politique américaine, c'est que les États-Unis traversent actuellement une crise inflationniste avec une hausse énorme du prix des produits alimentaires de base. Augmentation énorme du prix du logement. Et avec l'effondrement de pans entiers de la classe ouvrière dans la pauvreté. Les Américains, même ceux qui travaillent, ont été appauvris pendant les 4 dernières années. L'élection s'est jouée sur les questions économiques. En interne, les Américains ont préféré quelqu'un qui a déjà géré une entreprise. Quelqu'un qui, quand il était aux affaires, a réussi à réduire l'inflation, c'est-à-dire la cherté des prix. Les Américains l'ont préféré à une majorité démocrate qui n'a pas été capable de faire tomber la cherté des prix. C'est l'argument qui revient dans toutes les analyses que j'ai pu parcourir. C'est sur le terrain économique, d'abord, que Donald Trump a convaincu les Américains. Toujours en interne, Donald Trump a convaincu les Américains sur une deuxième question qui s'est imposée. C'est la pression migratoire sur les États-Unis. Pression migratoire venue d'Afrique, pression migratoire venue d'Amérique latine, à travers la frontière mexicaine, notamment. Pression migratoire venue du Moyen-Orient, des pays en guerre, de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Toute cette pression a créé un effet de panique parmi les Américains et une volonté de se protéger. Et Donald Trump leur a paru, des deux candidats, comme étant celui qui peut le mieux les protéger. Eh bien, de ce qu'ils perçoivent comme une invasion démographique massive. C'est le deuxième sujet sur lequel il a été davantage rassurant pour les Américains que Kamala Harris. Voilà, à mon sens, les deux
première et principale cause interne. Il y a une troisième cause interne qu'il ne faut pas négliger. C'est que l'opinion américaine, qui pendant très longtemps a été inspirée par ce qu'on a appelé le puritanisme américain, c'est-à-dire la conception de la famille américaine traditionnelle, un certain christianisme rigoriste, etc. Il y a un retour en force des idées puritaines américaines autour de la question de la sexualité, autour de la question de l'identité sexuelle, autour de la question de la contraception. Au point qu'aujourd'hui aux États-Unis, le bloc, on va dire, un peu plus libertaire sur ces questions-là, est devenu minoritaire par rapport au bloc conservateur. Un certain traditionnalisme lié à la famille, à la sexualité, au mariage, un certain traditionnalisme lié à l'identité, sexuelle, masculine, féminine, un certain retour des valeurs sociétales classiques de la famille protestante, catholique, américaine, ce retour-là a été fatal à Kamala Harris. Les Américains ont besoin d'être rassurés sur les valeurs qui guident l'ordre humain. Et ils ont sans doute perçu en Donald Trump un père symboliquement plus rassurant sur ces questions que Mme Kamala Harris. Voilà les principales raisons que j'ai observées en interne. Raisons économiques, raisons sociétales, les raisons sociétales et les raisons sécuritaires liées à la question immigrationniste. Maintenant, sortons des États-Unis. Quelles sont les causes externes de la défaite de Harris et de la victoire de Trump? Eh bien, les Américains, dans leur écrasante majorité, ne sont pas pour la politique guerrière, impérialiste menée par les États-Unis sur tous les fronts du monde, notamment dans le conflit russo-ukrainien, dans le conflit israélo-palestinien, à travers des interventions massives en Afrique, massives au Moyen-Orient, en Syrie, au Yémen. Les Américains en ont marre de voir des milliards de leurs dollars donnés à l'industrie militaire, donnés à Zelensky, pour mener une guerre dont ils ne voient pas le profit. Donc, globalement, l'opinion américaine est devenue anti-interventionniste, estimant que l'interventionnisme américain, tous azimuts à travers le monde, faisait perdre des capitaux énormes qui devraient être investis contre la détresse sociale, la détresse économique, la détresse populaire, que ce soit celle des classes ouvrières ou même des classes moyennes. Autrement dit, Kamala Harris a perdu parce que Joe Biden a alimenté une logique interventionniste guerrière, une logique agressive des États-Unis hors de leurs frontières, qui a fini par renvoyer aux Américains l'image d'être une puissance qui dérange le monde entier, qui déstabilise toute la planète, une puissance qui nuit finalement à la paix et à la sécurité internationale. Cette image des États-Unis est revenue aux Américains. Donald Trump, justement, a construit sa campagne sur l'idée de ramener au strict essentiel cet interventionnisme américain, de proposer des solutions à toutes les situations de guerre inextricables dans lesquelles, de fait, les États-Unis et l'OTAN sont engagés. Donald Trump a marqué des points lorsqu'il a dit qu'il cesserait de soutenir une OTAN parapluie de l'Occident aux frais des Américains, une OTAN qui ferait des pays occidentaux ses protégés et qui paierait pour eux l'équilibre des relations internationales. Donald Trump a dit qu'il n'en était pas question. Il s'est donc signalé par ce qu'on appelle un certain protectionnisme et un certain isolationnisme américain. L'opinion américaine est pour ce repli. Un peu comme l'opinion britannique a acté la sortie de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, de la même façon, l'opinion américaine est pour, un repli des États-Unis par rapport à leur attitude interventionniste, leur ingérence permanente dans les affaires internationales, un repli à l'essentiel de leurs intérêts vitaux. À l'international, c'est donc là-dessus qu'ils ont perdu. Mais je vais plus loin.
Je disais qu'ils allaient perdre, les démocrates américains. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ouvertement impliqués plusieurs fois aux côtés des organisations terroristes pour déstabiliser l'Afrique et le Moyen-Orient. Je vous rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, que Donald Trump, actuellement réélu président des États-Unis, fait partie des politiques américains qui ont accusé les démocrates américains Barack Hussein Obama et Hillary Clinton d'être les fondateurs de l'organisation terroriste et bien de l'État islamique. Donald Trump a personnellement formulé cette accusation en disant que sur la base des documents dont il dispose, l'organisation de l'État islamique, en anglais ISIS, a été créée par l'administration Obama-Clinton. Et Donald Trump sait que Al-Qaïda, dont la direction est hébergée dans l'État satellitaire otanien du Qatar, Donald Trump sait qu'Al-Qaïda a été créé par les renseignements généraux américains dans les années 80 pour combattre la présence des soviétiques en Afghanistan. Et que Oussama Ben Laden est un ancien agent étranger de la CIA, contre laquelle il s'est retourné quand il a cru pouvoir mener son propre projet impérial. Donc le président américain Donald Trump sur ce dossier a fait preuve d'un plus grand courage de la vérité que le bloc démocrate incarné par Obama, Clinton, les époux Clinton, Joe Biden et Madame Kamala Harris, qui ont continué à donner l'impression que le monde ne savait pas la duplicité de l'OTAN dans la déstabilisation du Moyen-Orient, dans la déstabilisation de l'Afrique. Voilà les sujets sur lesquels, par son courage de la vérité et de la justice, je vous avais dit que Donald Trump allait gagner et il a gagné. Let me say it in English. I am of those African intellectuals who were convinced that Donald Trump will win the coming presidential election in America because inside America, he was the champion in the fight against inflation. Inside America, he was the champion for a policy to contain immigration, while Americans are fearing immigrants. In America, he was the champion of a policy defending traditional social values of American families. Outside, I said Donald Trump is the most able to win because he is against the systematical interventionism of America in international affairs. I said he was the best because he had that courage of truth to recognize, to acknowledge that the ISIS was created by American Democrats, that Al-Qaeda was created in the 80s by American services to fight against Soviet Union, like ISIS is created to destabilize the Middle East, with Al-Qaeda to destabilize Africa so that the NATO should dominate all the world. Donald Trump had that wonderful courage of truth to say, we have to put an end to our duplicity in inventing wars everywhere, using chaos, using the terrible divide to rule principle. That's why I told you that I was quite sure Donald Trump will beat Joe Biden or Kamala Harris. And it is done now. My prediction was absolutely true. And the truth is revealed. Voilà, mes chers amis. La deuxième partie de notre intervention est ainsi accomplie. La deuxième partie de notre intervention est ainsi accomplie. On sait pourquoi il a gagné. Ou bien on ne sait pas. On sait. Et je vous avais dit ça avant. Je vous l'avais dit avant. J'avais dit pourquoi il allait gagner. Et il a gagné. Maintenant, il nous reste à conclure. Que va-t-il se passer maintenant qu'il a gagné? Nous autres, Africains de la planète, défenseurs de la souveraineté africaine, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui vient de se passer aux États-Unis?
Alors, maintenant pour conclure mon propos, maintenant que vous savez que nous savions pourquoi il allait gagner. Maintenant donc qu'il a gagné, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, j'insiste, M. Trump a intérêt à renforcer sa sécurité. Parce que ceux qui ont tenté de l'éliminer pendant la campagne présidentielle vont tenter de l'éliminer maintenant qu'il est président élu. Premier point. Vous voyez comment la partie adverse démocrate a la défaite douloureuse. Si les démocrates étaient vraiment des démocrates, depuis au moins 5 heures du matin, heure de France, Mme Harris, qui a abandonné son QG à la Howard University, Washington, Mme Harris devait intervenir pour dire « Je reconnais avoir été battue, j'ai fait mon maximum, je n'ai pas pu. » Mais elle a en travers de la gorge, comme si elle était mentalement dans un système « ou bien je gagne, ou bien je gagne ». Alors, à l'heure où je parle, la victoire de Donald Trump est un fait scientifique avéré. Aucune personnalité du camp démocrate n'en a contesté la certitude. Le camp démocrate n'attribue au camp Trump aucune tricherie. C'est le camp Trump qui hier s'inquiétait de certaines choses qui se passaient dans l'État de Pennsylvanie. Mais apparemment, la vigilance du camp Trump a empêché les tricheurs de parvenir à réaliser leurs ambitions. Donc il y a victoire. Il a obtenu plus de 270 grands électeurs, avec donc la certitude de pouvoir être désigné par eux président des États-Unis lorsque le Congrès sera réuni. Mais enfin, il est important de souligner, selon les informations en notre possession, que Donald Trump est aussi en avance au niveau de ce qu'on appelle le vote populaire. C'est-à-dire qu'il a aussi le plus grand nombre de voix. Si on appliquait le principe du one man, one vote, il bat Harris. Si on laisse l'affaire de grands électeurs, on prend seulement one man, one vote. Même là, il bat Harris. C'est-à-dire qu'il est, selon le critère démocratique du one man, one vote, infiniment mieux élu que ceux qui ont prétendu l'avoir battu en 2020. Bon, voilà la situation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne vais pas m'étendre ici sur la politique intérieure des États-Unis. Les Américains vont juger Donald Trump sur l'accomplissement ou non du programme, en vertu duquel ils lui ont donné une majorité confortable, car il va pouvoir gouverner. Avec Kennedy Jr. et consorts, il va pouvoir gouverner. Avec Elon Musk, ils vont pouvoir gouverner. Ils seront jugés à leurs actes. Ils ont intérêt à tenir leurs promesses. Parce que sinon, les Américains, eh bien, n'hésiteront pas à les sanctionner lors des élections intermédiaires qu'on appelle les midterms. Mais à l'international, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en demandant à l'Ukraine de reconnaître, sa défaite, et de laisser la partie russophone de son territoire appartenir à la Russie. Donald Trump va être attendu sur ce dossier. S'il tient parole, le monde va retrouver une paix internationale solide. C'est le premier point. Les autorités russes ont dit qu'elles ne feraient aucune déclaration de félicitations tant que Donald Trump n'a pas mis en application les promesses qu'il a faites d'œuvrer pour la paix. Par conséquent, d'amener Zelensky à cesser de rêver à ce que l'OTAN entre ouvertement en guerre pour sauver sa peau à lui, Zelensky, contre la Russie. Donc, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à l'international, Donald Trump est sous observation par rapport à la promesse qu'il a faite sur le conflit russo-ukrainien. Il y a un deuxième terrain sur lequel Donald Trump est sous observation, c'est le conflit israélo-palestinien. Là aussi, il sera sous observation. Est-ce que Donald Trump va laisser Netanyahou poursuivre son offensive folle, apocalyptique, extrêmement dangereuse pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde, contre l'Iran et contre le Liban, contre les Palestiniens? Donald Trump est attendu par le monde entier dans un discours de fermeté envers Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou, qui a été condamné par la Cour pénale internationale et qui devrait être arrêté, conduit à la haie, jugé, condamné et coffré pour longtemps. Donald Trump est attendu sur ce dossier.
Dossier sur lequel on sait qu'il a de très grandes faiblesses en raison de son alliance avec un certain nombre de membres du lobby israélien aux États-Unis. Il y a un troisième dossier sur lequel Donald Trump est attendu et qui n'est pas des moindres. C'est l'action nocive de l'OTAN en Afrique. Avec la volonté de l'OTAN de continuer à appuyer les organisations qui déstabilisent l'Afrique et d'imposer aux Africains la multiplication de ces bases militaires sur le sol africain. Ce qui a conduit à la destruction de la Libye, à la déstabilisation du Sahel et qui conduit actuellement à la déstabilisation même du golfe de Guinée, du bassin du Congo et jusqu'aux portes du Zambèze. Donald Trump est attendu au pied du mur par les Africains pour ramener à des proportions raisonnables les appétits de l'OTAN en Afrique. Va-t-il, oui ou non, retirer son soutien aux pays qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, dans leur participation au plan de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique? Est-ce qu'il va le faire? Il sera jugé au pied du mur. Ça fait 3 pieds du mur sur lesquels il est attendu. Mais il y a un 4e pied du mur, qui est peut-être encore une grande menace pour la paix dans le monde, c'est la rivalité américano-chinoise. Est-ce que Donald Trump va verser de l'huile sur le feu en excitant les passions séparatistes de Taïwan et de Hong Kong contre la République populaire de Chine, comme le faisait ostentatoirement l'administration démocrate de Biden? Est-ce que Trump va alimenter une ambiance de guerre dans le Pacifique? Je voudrais dire, en ce 6 novembre 2024, que je n'ai aucune certitude. Je ne mets pas ma main sur le feu que Trump va accomplir les 4 promesses de participation active à la paix et à la sécurité internationale qu'il a formulées. La plus grande probabilité, c'est que Trump agisse en ce sens dans le duel russo-ukrainien, car il n'a pas du tout envie d'engager les États-Unis dans une guerre nucléaire à court terme. Pour tous les autres dossiers, mon intuition me dit que les promesses de Trump ne pourront engager en fait que ceux qui y croient. Nous, Africains, devons poursuivre les politiques de souveraineté engagées exemplairement par l'Alliance des États du Sahel, avec les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Nous devons continuer à nous battre pour que cessent les dictatures en Afrique et nous devons continuer à nous battre pour l'application du quadruple programme de l'Afrique des libertés, à savoir le retrait total des bases militaires néocolonialistes et impérialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocolonialiste du franc CFA du sol africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la culture négro-africaine comme paradigme d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump. En tant que protectionniste et isolationniste, Trump a déjà prévenu les Africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shithole countries, leur pays de merde. C'est la formule de Trump lui-même. Donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des États-Unis d'Amérique, non pas la politique de l'Afrique. Mais il a compris une chose, c'est que s'il continue dans une politique agressive, interventionniste, une politique d'ingérence, il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des États-Unis d'Amérique que, précisément, il ne croit risquer de le faire. C'est donc dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les fourches codines de l'OTAN sur le sol africain. C'est dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il a promis. C'est dans l'intérêt bien compris des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à ne pas ouvrir un front de confrontation avec la Chine
sur ces territoires légitimes de Singapour, de Hong Kong et de Taïwan, eh bien, c'est dans l'intérêt bien compris de l'Amérique qu'il faut cesser d'alimenter la guerre au Moyen-Orient, d'encourager le néocolonialisme de l'État d'Israël envers ses voisins. L'intérêt bien compris de l'Amérique passe par son adhésion au projet d'un monde multipolaire, un monde qui ne soit plus à la botte d'une puissance et où les puissances se respectent, négocient, acceptent de faire des compromis afin d'assurer une plus grande justice